de là, j'ai continué à écouter les gens. J'ai pas eu des idées tout seul. Et les gens me disent par exemple, on arrive, toi t'arrives sur scène, tu fais quelques pas, tu t'éclates, on danse plus. Passé 35 ans, 40 ans, on danse plus. Si on veut danser à Paris ou en France, il faut aller en boîte de nuit, il faut attendre 1h du matin, on se retrouve avec des nanas de 16 ans, enfin je veux dire, non. Mais on veut juste danser au lieu d'aller faire du sport comme des crétins sur des bateaux, sur des rameurs, sur des machins, on entend de la musique un peu du club. Est-ce qu'on peut juste s'éclater physiquement? Quand vous me dites, moi je me relaxe, je me détends en faisant du yoga, ou en faisant du tennis, ou en faisant autre chose, mais vous êtes hyper concentré. Mais le yoga, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes hyper concentré, c'est une manière de faire quand vous jouez au tennis, mais c'est très précis la manière dont on vient là. Donc il n'y a pas un moment où vous relaxez complètement. Ces moments-là, Riden, c'est un moment où pendant à peu près tous les mois, eh bien on invite les gens, c'était hier soir, donc je suis un peu de base, mais pendant 3 heures à la sortie du bureau, les gens viennent, 20h, 23h, à 23h01, on éteint la musique. Pendant 3 heures, on se lâche, mais totalement. On baisse les lumières dans un club qu'on loue, on met la musique, comme Reed Jones, toutes sortes de musique, et les gens arrivent, ils se foutent de savoir, on n'est pas là pour draguer, boire une coupe de champagne. Non, on est là pour physiquement lâcher prise. Et je m'aperçois là du besoin qu'ils ont de lâcher prise. Donc on voit des gars qui arrivent avec des petites cravates, des machins, des complets, je sais même pas ce qu'ils font là, comment ils sont venus, enfin et puis on attend, ils regardent ça de manière bizarre, et à la fin on les récupère, mais la chemise trempée. Et finalement je vois qu'ils s'autorisent à faire des choses qu'ils ne s'autorisent pas le reste de leur vie. Voilà, vous n'êtes plus dans le même état. En faisant ça, vous agissez sur votre système nerveux, votre système endocrinien, vous avez changé d'espace. Vous n'êtes plus dans le passé, dans le futur, vous êtes dans l'ici et maintenant. Après, si vous voulez aller 30 ans dans un monastère, dans une grotte comme un ermite, c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez le faire en respirant, en marchant dans les trottoirs, en allant faire des courses, dans les couloirs au bureau. Vous pouvez respirer consciemment. Moi, je fais ça depuis 50 ans, 8 heures par jour, en plus de ce que je fais. Il y a une alchimie chinoise qui est une alchimie corporelle. Si vous êtes présent à vous-même, vous pouvez faire aussi ce petit exercice. Vous pouvez être attentif à ce qui se passe à l'extérieur et en même temps percevoir qui vous êtes, dans quel état vous êtes, etc. Vous l'essayez? Juste en sens inverse. Donc, pédaler dans la semoule pour avancer ou pour reculer, tout le monde sait faire. Et faire deux choses contradictoires apparentes, c'est la parabole, c'est le paradoxe, c'est faire fonctionner vos deux hémisphères. Rentrer dans l'univers de la complexité. La vie, c'est compliqué. Vous entraînerez la maison. Mais l'alchimie, c'est comment vous êtes présent à vous-même, présent à l'extérieur, pour ne pas vous perdre en route. Si vous êtes conscient de vos énergies primitives, de votre cœur ouvert avec l'énergie émotionnelle, et de votre présence à vous-même, qui n'est pas la pensée, qui est la présence à l'instant. Si vous mélangez ces trois, vous n'êtes pas dans le même état. Et après, vous pouvez bosser, faire plein de choses, jouer de la musique, faire du théâtre, bosser, n'importe quoi, faire du sport, mais en pleine conscience, qui n'est pas vivre reclus à l'extérieur du monde. Nous habitions en face du stade Vélodrome, pour ceux qui connaissent, de l'autre côté du boulevard Michelet. Et les soirs de match, pas besoin de regarder la télévision. D'ailleurs, à cette époque-là, elle commençait à peine. Il suffisait d'entendre les clameurs qui montaient des tribunes. Ensuite, je suis venu à Paris, 2 ans de préparation à Janson de Sailly, 3 ans d'école à Jouy-en-Josas, HEC 70, oui, je sais que je ne fais peut-être pas, mais c'est ça. Et puis ensuite, le service militaire existait encore. 4 mois de classe à Chalon-sur-Saône, 2 mois DOR, et 6 mois à Aachen, en Allemagne, dans le service des essences. C'est là que j'ai vécu un premier retournement. Je suis rentré au séminaire, à Rome, envoyé par Monseigneur Echegaray, qui était à l'époque évêque de Marseille. J'y suis resté 6 ans. Et j'ai ensuite été prêtre dans le diocèse de Marseille pendant 20 ans, avant que Jean-Paul II ne me nomme évêque de Cayenne, Guyane française. J'ai passé 6 ans là-bas, de 98 à 2004, dans l'Amazonie, à rencontrer des villages qui étaient très à l'intérieur des terres. Il fallait y aller en pirogue. Je ne me suis pas limité aux communes qui sont sur la côte. Pour ceux qui connaissent, il y a Kourou, il y a Saint-Laurent-du-Maroni, il y a Saint-Georges-l'Oyapock. J'ai fait des expériences intéressantes. J'ai beaucoup fait d'avions. Des petits avions, j'avais l'impression de faire de la bicyclette entre les nuages. Et puis l'Amazonie, de vue de haut, ressemble à un champ de brocolis. On volait à vue au-dessus des rivières en se disant, bon, s'il faut se cracher, que ce soit un endroit où on puisse nous repérer facilement.
J'ai été au Brésil, parce qu'on n'est pas loin de la frontière brésilienne. Pour ceux qui connaissent, on traverse l'Oyapock et on y est. Jusqu'à Macapá, qui est la capitale de l'Amapá. Et là, j'ai vu une chose extraordinaire. C'est exactement sur l'équateur. Et là, il y a un stade de football dont la ligne médiane épouse exactement le tracé de l'équateur, ce qui signifie que c'est peut-être le seul endroit du monde où les deux hémisphères ne se cassent pas la figure. Non seulement ils se tournent pas le dos, mais ils jouent ensemble, et à chaque mi-temps, ils changent de place. Le nord devient le sud, et le sud devient le nord. J'ai été passionné d'histoire quand j'étais gosse, surpris de ce qu'avaient vécu mes parents, qui parlaient pourtant peu de la guerre, surpris de ce que j'entendais. À la table, par exemple, j'entendais 2 ou 3 fois des gens qui disaient de Hitler, ce pauvre type, ce minable. Alors un jour, j'avais dit, mais ce minable a quand même tué 60 millions de personnes, donc il doit être autre chose que minable. J'avais reçu une claque. Mais j'étais resté sur la conviction que toute ma vie allait dépendre des autres. Celle de moi-même, de ma famille, de mes enfants. Et donc, je me suis intéressé aux gens pour savoir qui ils étaient, ce qui se passait. J'ai aussi vécu la guerre d'Algérie, donc j'ai vu les pieds noirs revenir en étant quand même trompés de manière horriblement cruelle qu'ils n'ont jamais oublié. Et j'étais frappé par ces erreurs permanentes de gens qui vous disent d'un tel il est extraordinaire, il est passionnant, pour ensuite 3 ans plus tard se trouver effondré. J'ai donc été très préoccupé par ça, et là j'ai commencé à m'intéresser au comportement. Les neurosciences nous enseignent quelque chose de fondamental sur notre capacité à mémoriser. Et en fait, c'est extrêmement simple. Notre mémoire agit à partir d'un processus clé cognitif en 3 dimensions que sont l'attention, la perception et l'émotion. Et en fait, l'attention, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est extrêmement puissant parce que ça façonne notre réalité. Or, dans le monde dans lequel nous sommes, notre attention est extrêmement limitée. On estime qu'on est capable de tenir concentré très très peu de temps, même moins d'1 minute. L'attention, c'est quelque chose de fragile, fluctuant et qui devrait être exclusif. Et donc en fait, moi je me suis intéressé à l'illusionnisme très tôt, parce qu'un illusionniste a cette capacité de contrôler une attention, de la contrôler et de l'amener là où il le souhaite. La deuxième, c'est les perceptions. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que nous pouvons avoir différentes perceptions du monde qui nous entoure, et que parfois ces perceptions peuvent nous entraîner vers le conflit, alors que tout le monde a raison. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre le point de vue de l'autre pour apprécier son raisonnement et du coup essayer de s'approcher de la vérité. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on cultive cette perception? Est-ce qu'on s'intéresse au feedback, à ce que nous produisons? J'en suis pas sûr. La troisième, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est pas obligatoire, mais quand elle est là, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Elle permet effectivement à la mémorisation d'être activée. Et en fait, très probablement, les gens qui se souviennent de vous sont des gens qui ont été extrêmement attentifs. Le message que vous avez voulu transmettre est exactement celui qu'ils ont reçu, et l'émotion a été très forte. Et c'est comme ça que la mémoire agit. Je vais commencer par une phrase que j'ai inscrite sur mon mur, qui est « La vie est parfaite ». Autant avant-hier, j'avais pas une journée qui était terrible, mais là, depuis ce matin, donc je viens de faire une intervention pour un gros réseau qui s'appelle Covea. Covea, c'est 25 000 salariés, c'est plusieurs milliards de chiffre d'affaires, et je viens de faire mon stand-up coaching. Je vous dirai ce qu'il en est du stand-up coaching. Donc, la vie est parfaite parce que j'étais à 20 minutes à pied, j'arrive, et j'en prends plein la tête de richesses, d'hommes, de femmes, qui correspondent exactement à tout ce que je fais. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la magie et je me suis intéressé au close-up. Tout à l'heure, je vais rejoindre la soirée et il y a un magicien qui fait du close-up, qui a fait un numéro juste après de moi. Et je me dis, c'est complètement fou, la vie est parfaite. Après, je connais pas votre prénom, votre nom, monsieur, voilà. Et dehors, je l'entends qui me parle de respiration. Je démarre ma journée avec la respiration. J'inspire 6 secondes, je bloque 6 secondes, j'expire
je fais des séries. J'ai eu l'occasion de tenter, enfin pas de tenter, de vivre une expérience extraordinaire où la respiration est très très importante. C'est de rester 2 minutes et demie avec 150 kilos de glaçons. Et la respiration, là, va rentrer en ligne de compte énormément. Donc la respiration fait partie de moi. Et effectivement, à travers, je suis conférencier, je suis coach, je suis formateur, je donne des cours de développement personnel à l'université pour les Master 1 et les Master 2. J'habite Annecy. Et je suis avant tout passionné par l'humain, passionné par les neurosciences. Je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études. Et je me retrouve à accompagner des entreprises. Et je te remercie, Denis, on se connaît pas beaucoup. On s'est rencontrés, comme d'habitude, c'est l'humain, le humain, cœur à cœur. J'aime bien la puissance du cœur, c'est phénoménal. Je dis toujours, c'est d'abord le cœur, le corps et l'esprit. Donc l'intelligence émotionnelle, j'ai été formé, j'ai fait de la PNL, l'analyse transactionnelle, mais une véritable formation de coach, un travail personnel. Je suis un ancien victime dans le triangle dramatique. J'ai mis 15 ans pour m'en sortir. Donc ce que je raconte et quand j'accompagne les gens, je l'ai vécu. Et puis après, il y a eu les formations. Mais je l'ai vécu. Et c'est une grande différence. Le stand-up coaching, c'est 30% de théorie, 70% de pratique. Il y a 1h30, les gens étaient en train de danser pendant 4 minutes. Donc ça représente des milliards. Tu l'as vu. Et ils se frottent le dos. Et ils dansent. Parce que je viens du monde artistique, de la comédie musicale. Donc le chant, la danse et la comédie. Et je me suis dit, après toutes ces années de formation, un petit peu scientifique, je voyais des gens qui sortaient de ces formations, je les retrouvais 1 an, 2 ans après, pas heureux. Par contre, ils avaient une boîte à outils de dingue, quoi. Cerveau gauche intellectuel, le cerveau garde 4% d'informations. L'émotionnel, le corps va garder 90%. Je me suis dit, comment je peux impacter des étudiants, des collaborateurs, en 1h30, 2 heures, d'accord? Il faut qu'ils vivent les choses. Ça veut dire que tout à l'heure, quand je parle d'estime de soi, mettez-vous à 2 et sors tes 5 qualités. Donne tes 5 qualités. Ils le vivent. Quand je parle, ayez du courage, on fait un haka. Donc tout à l'heure, ils sont allés chercher leur côté guerrier et guerrière. Ils font le haka. Et ils gueulent. Et ils y vont. Ils le vivent. D'accord? Quand je parle de considération, l'importance de renvoyer de la considération, se mettre en groupe, et vont dire voilà ce que j'aime chez toi, voilà ce que j'apprécie chez toi. C'est pas de l'intellect, ils le vivent. Qu'est-ce qui se passe après? On se retrouve, comme je l'ai entendu, 1 an, 2 ans après, ils ont automatiquement ce que j'appelle les ancrages émotionnels, comme la musique. La musique, c'est un pouvoir. Et je peux vous dire que mes playlists, elles sont travaillées, parce que je vais aller chercher l'énergie. Moi, au bout d'1 quart d'heure, tout le monde est debout et tout le monde y va. Je m'en fous que savoir que ça soit un banquier, un pharmacien. C'est mon job, ça. Mon job, c'est qui ne réfléchissent pas et qui vivent des choses, qui décrochent intellectuellement.